Alors bonjour à vous toutes et tous. Voilà, on est de nouveau ensemble. C'est bien, on est de nouveau ensemble pour la leçon cette fois-ci 27. On arrive petit à petit au bout de notre sutra, hein. Quand on regarde là, on est en fait à la fin. Attendez voir, j'essaye. Voilà, voilà, voilà. Ah ben voyez, il reste ensuite tout ça encore à voir et ça encore à voir. Donc on peut considérer qu'on avance bien dans notre révision. Euh, Géraldine nous rejoint. Coucou Géraldine. Voilà. Et puis Myriam aussi. Super. On est tous là. Voilà. Donc la partie d'aujourd'hui, c'est ça, bien sûr. Le principe, c'est le même. Je ne sais pas si ça vous a aidé, cette histoire de, de lien vers l'annexe des grammaticales. Peut-être ou pas. En tout cas, c'est le but qu'on puisse tout de suite revenir vers. On est bien d'accord, c'est des notes. Hein, c'est pas. Après, pour les explications détaillées, il faut regarder dans le clair miroir. Mais ça nous donne déjà un aperçu. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je disais la fin. Non, mais je vous le dis déjà, mais simplement qu'en fait, la partie là qu'on va voir, mais en prenant le temps aussi de voir les questions qui se posent sur les parties précédentes, etc. Tout ça, bien sûr. Mais toute cette partie-là du sutra, c'est la fin du sutra, en fait. Parce que quand on dit le sutra, il y a plusieurs versions du sutra. Donc le sutra, dans sa version courte, se termine ici, traditionnellement. Quand on regarde dans le Kangyul, par exemple. Ok. Donc voilà, tout simplement. C'est pas une immense info, mais voilà, c'est une info. Ok. Euh, on a déjà récité la prise de refuge ou pas? Non? Non, eh ben, je me disais, il manquait quelque chose. Donc, on récite la prise de refuge, et puis on avance dans cette leçon. Sangye choton tsoge chonan la chanchum parato dane kyapsuchi. Dage chinso gepe sononge rola pinchir sangye ro paraisho. Voilà. Sangye choton tsoge chonam la. Hein, ben voilà, hein, si petit à petit vous faites cet exercice d'intégration, ça signifie de plus en plus quelque chose quand vous le récitez. J'espère. Et sinon, vous me le dites, parce que c'est le but du jeu. Hein. Rappelons-nous que l'objectif principal de notre aventure, c'est ça. Hein. C'est de faire qu'on ne soit pas juste voilà, en train de réciter des textes sans rien du tout comprendre à ces textes. Ok, d'abord donc, petite moment qu'on prend pour voir ensemble les questions qu'on puisse poser, n'importe les compréhensions, les... Allez-y. Mais je suis sûr que vous avez des questions, c'est pas possible. Claire, tu vas pas me dire que t'as pas de questions. Ça, c'est quelque chose qui va pas, c'est toi qui as le rhume alors, non? Si, effectivement, j'ai une question sur le lien, alors, Triwa, non, sans impureté, Triwa, et peut-être c'est odeur tree. Enfin, c'est la même, Ah oui, d'accord. ouais, Ok. c'est le même Alors, signe, le tree, et ouais, alors, bon, d'abord du point de vue de la prononciation, euh, c'est Tiwa. Alors attends, on va retrouver le passage. Hein. C'est le passage précédent ou pas? oui, c'est le passage précédent. Donc, shari puteta wena chanchu sempa nam topa mebe chiri shari gilbaro tunchimba C'est la pas dans celui-là, hein, tenchinete. c'est pas dans celui-là. Pas dans celui-là, tu veux dire pas dans celui qu'on voit aujourd'hui. C'était celui de la semaine dernière, la 126. Ok, donc je pense que ça doit être. Je pense que ça doit Hmm, être celui de la semaine ouais, alors, donc, oui, ça doit être dans celui-là. Donc, shari puteta wena chanchu Ouais, sempa nam c'est topa là. mebe chiri shari gilbaro tunchimba la tenchinete. Semla, Dripa Meeting, Takpa Mete, Dripa, tu parles de Dripa ou Dripa? Bon, on verra. Non, Semla, c'est pas Dripa celui-là en plus, Meeting, hein. Takpa Mete, Chinchi Lobe, Shintu Dene, Nyengen le Debe, Tarchinto. Tu C'est pas soum. celui-là, Jean-Marc. C'est Ah, celui où il c'est y a le celui. tseni mais pas l'histoire des caractéristiques. Là. Tseni mais pas. Ah, alors Voilà. c'est même pas mal plus haut alors. Parce que Tsenime pas, c'est là. C'est ici.
Shari bien pu sûr. te tare chö tam tie tong pa ni te. Ah, c'est Oui, ce fameux voilà. passage très important C'est pour... mais pas, Voilà, tout voilà, à c'est fait. ça. Tsenyi Alors, me pas, oui, make pas, magak pas, tima me pas, tima. Ici, si oui, on zoome, oui, c'est tima. C'est voilà, pas... C'est Trima. ti. Non, pas tree. C'est ti. Oui, Tara oui. ta chagigu ti. Tara... Chi, C'est ti. chi, Ti. chi, Ti. Ti. chi, Tara ta chi. chagigu ti. Ok. Essaye encore. Taratatra, tree. Oui, c'est juste... C'est tarata cha. Cha. Un chat comme le Tchad, le pays du Pas Tchad. cha. Non. Cha. Cha. Tarata cha. Cha. Taratacha. Non, pas cha. 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 Mais Petit c'est à quoi petit, la tu vas y arriver. différence alors? Ah ben, il y a une grosse. Moi, j'entends cha ou j'entends cha. Non, Tarata cha. 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 non, Cha. j'ai pas la technique dans la bouche pour faire ce bruit. Alors, pour faire ça, Ça, tch, oui, tch, là, ouais. tch, 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 il faut que tu fasses. Autant on a fait les exercices a, là, Ouais, d'accord, pour arriver à dire a. Alors là, pour arriver à dire te, il faut faire tch, 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 tch. C'est-à-dire, tu mets ta langue contre le palais, tch, 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 d'accord, mais vraiment contre le palais, tch, 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 et puis tu sors un son sur la base d'un T. Tch, tch, tch. Alors ah pas oui, ts, d'accord. mais tu, tu, Oui, tu. Essaye, chi, essaye. chi, chi. Mais non, mais de toute façon, faut oser faire des trucs hein, pour trouver les sons. Parce que ça suppose qu'on place la langue de manière différente. Donc, tu, 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 tch, tch. Si tu fais pas de son articulé, c'est vraiment tch, 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 tch. Mais il faut faire cette espèce de mouvement de la bouche qui est bizarre, où on est vraiment Et Jean-Marc, c'est une espèce de TH à l'anglais pas TH. TH, Non, non, c'est TR, c'est vraiment, c'est TR, disons, mais c'est vraiment, c'est un son qu'on connaît pas beaucoup hein, chez nous. Mais voilà, faut essayer de le faire. Faut vraiment oser. Faut que vous osiez. Comme quand on faisait nga, a, bah, de la même manière. Si vous voulez comprendre quelque chose au son, comment ils sont produits dans la bouche, vous devez faire l'exercice. Hein. C'est-à-dire que vous mettez, vous mettez pas. Attendez voir. Ça dépend aussi de la place de la langue. La langue, elle n'est pas mise en arrière du palais, elle est mise en avant. Vraiment, vous la laissez en avant. En avant dans le palais. C'est pas ce, c'est vraiment ti, 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 ti. Peut-être ti, c'est plus facile. Ti ou che ou tu, cha, cha, cha. Ouais, ça peut marcher aussi. Che, c'est le même son. Quoi, voilà, en gros. Donc, ici, c'est taratacha, giguti, ma, tima, tima. Oui, et c'est tima. Et tima, ben voilà, tima, tu parlais de tima et tiwa. Et alors, donc après, quand on descend dans le texte, vers Ouais. la fin, il y a un roast tree il y a une yume, soukme, trame, trime. Il revient ce tree. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois? Tima me pa tima, tantelwa me pa tiwa me pa kanwa me pa wo, shari puteta we na tongpa ni la zuk me tsorwa me dushe me duche na me, namparashe pa me, ming me nawa me na me che me lu me yi me zuk me dra me time, time. Voilà. Oui. Tu vois, ce tree, c'est le même hein, que là-haut. Oui, mais quelle est la différence justement entre les deux? Eh ben, donc je crois que le premier, là, trime, ça veut dire sans Ti, impureté. tima. Pardon. Tima et time. Voilà, Tima, c'est impureté. C'est impureté, voilà. Voilà. Shima, c'est impureté. Ti, tarata chagigu tima. Shima. Ouais, bravo, c'est beaucoup plus. Ouais, reste sur le RI quand même. Donc, vaut mieux dire trima, c'est faux, mais c'est. Voilà. Mais au moins, tu as le RI. Parce que tima. Bon, tima, impureté, et là, time.
et chi. En fait, il y a c'est chi qui revient dans les deux. Oui? Donc impureté là-haut, et en bas, c'est quoi ce... Ouais, ben vas-y, tu me dis ce que c'est en bas. Et c'est pas bruit, non, alors c'est odeur, non, ro c'est goût, chi c'est Non? pas de bruit, pas de... Ah, je vois ce que tu veux dire. Ah, je vois ce que tu veux dire, bien sûr, dans le sens de... Oui, 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 je vois ce Quel que est tu le veux lien dire. entre ces Oui, deux... oui, je comprends très bien. Oui, d'accord, bien sûr, parce que ici on parle de su, cha, ti, ro, Oui, rekja, che. On parle des objets des voilà. sens, complètement. Et donc là, ici, c'est odeur. Ouais, alors Odeur. c'est vrai que ça pose question. Donc, attends. Taratata, taratata, giguti. Voilà. Alors, ti. Donc, ti, quand tu as ti tout seul, c'est la traduction du sanskrit ganda. Smell is defined in the Abhidhamma as which is nawayul, c'est-à-dire l'objet du nez. L'objet du nez. Hein? Bon, bref, voilà. Donc ça, ti. Maintenant, si j'écris tima, alors tima, je vais de nouveau avoir tima l'odeur, hein, très bien, mais je vais aussi avoir le sens de some kind of impurity that sullies something else. Donc voilà, bon, ok. Donc c'est bizarrement le même mot qui signifie deux choses. Et là, C'est ça, j'essaie de trouver la passerelle mais entre complètement, complètement. Non, non, c'est une très bonne question. impureté Ben ici, tima, dans le premier cas, attends, voilà. Voilà. Dans le premier cas, c'est l'impureté. oui. Dans le deuxième cas, et ça c'est le contexte qui me l'indique. Et dans le deuxième cas, c'est l'objet d'essence. Pourquoi l'objet d'essence? Parce que ici, on voit bien, on dit mik, me, nawa, na, tie, lu, yi. Ça, mik, na, quoi, na, tie, lu, ça, c'est les 5 organes sensoriels. On est d'accord. Et puis ici, on a les 6, j'aurais dû dire, parce que yi aussi. Et puis après, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 objets sensoriels. Voilà, c'est les objets sensoriels. Donc, dans le contexte, évidemment, ça ne peut pas être la notion de pureté ou impureté. Alors maintenant, on peut s'imaginer que peut-être à l'origine dans la langue, évidemment, ce qui est impur, c'est ce qui sent mauvais aussi. Donc peut-être d'où le fait de faire un lien entre l'odeur et l'impureté. Mais... Les parfums français qui sont bons. Pardon? C'est parce qu'ils ne connaissent pas les parfums français qui sont bons. Alors oui, mais alors Tima, alors maintenant ensuite, par exemple, en tibétain moderne, oui moderne, on dit Tima Dupo, Tima Yakpo, Tima Shimpo. Donc on va utiliser Tima pour dire l'odeur aussi. Si on utilise Tima ici, Tima c'est l'impureté, on est d'accord. Mais si on utilise Tima comme odeur, l'odeur c'est neutre. Hein, aujourd'hui. C'est simplement, on peut se dire que peut-être Tima met pas, il n'y a pas d'odeur. Et s'il n'y a pas d'odeur, c'est pur. Mais bon, c'est un raccourci, mais c'est juste quand on voit ici Tima, ici on dit Tima met pas, littéralement, on pourrait aussi le comprendre, il n'y a pas d'odeur. C'est pas ce qu'on est en train de dire. On est en train de dire Tima met pas, Tima met pas, il n'y a pas d'impureté. On est en train de dire ça dans le contexte. Mais littéralement, on est en train de dire il n'y a pas d'odeur. Mais le fait de dire littéralement il n'y a pas d'odeur, évidemment, s'il n'y a pas d'odeur, il n'y a pas d'impureté. La moindre. Pourquoi, par exemple, ça c'est très contextuel aussi, c'est lié au monde indien. Une des caractéristiques du monde des dieux, c'est quoi? Le monde des devas. Vous m'en donnez une, deux. Le parfum, la lumière. Non, vous verrez que c'est plus précis que ça. La grande caractéristique du monde des dieux,
c'est la longévité. On est d'accord? Vous avez déjà entendu parler de ça? Donc ça, c'est une des caractéristiques. La deuxième caractéristique, c'est la pureté. Mais la pureté, elle se définit par quoi? Quand on vient d'écrire la fin des devas, les signes avant-coureurs de la fin de l'existence des devas, c'est quoi? Ça vous dit quelque chose dans les textes classiques? Il Non. commence à sentir mauvais. Oui, ils commencent à sentir mauvais. Leurs colliers de fleurs se flétrissent et leurs odeurs corporelles se font sentir. Alors que ça n'a jamais été le cas pour eux. Ce qui signifie que là, dans le monde indien, dans la représentation du monde indien, le deva, par nature, sent bon. Donc, une des qualités du deva, c'est de ne pas sentir mauvais. Une des qualités du... Mais c'est plus que ça. C'est pas seulement qu'il sent bon, c'est qu'il n'a pas besoin de se laver. D'accord? Il n'a pas besoin de se laver parce qu'il sent naturellement bon. Et pendant des milliers d'années humaines. D'accord? Lui, il n'a pas besoin de prendre de douche comme nous. Les êtres humains, s'ils ne se lavent pas, c'est une infection absolue. Ce qui est une grosse particularité de l'existence humaine. C'est pour ça que il peut y avoir d'autres êtres qui vont considérer les êtres humains comme particulièrement impurs, parce qu'ils sentent mauvais. Et d'ailleurs, entre les êtres humains, l'odeur a une grande importance dans la perception, dans l'estime qu'on a de l'autre. Donc, etc. Donc voilà, il y a vraiment, l'odeur est très importante. Et ici, c'est intéressant de voir que Tima Mepa, ça veut dire il n'y a pas d'impureté, ça veut dire il n'y a pas d'odeur. Et quand on voit l'idée, la représentation qu'on a du monde des devas, ben on n'est pas étonné de voir que les devas, on va les caractériser par une absence d'odeur. Ou plutôt par une bonne odeur. Parce qu'ils ont des colliers de fleurs, etc. Mais surtout, il n'y a pas de souillure. C'est-à-dire la souillure, c'est l'odeur corporelle. Et je remarque que dans Trima, moi je m'étais dit que Tri c'était la pureté et Ma c'était la négation qui faisait impureté. Ah, non, non, non. Non, pas du tout, mais c'est pas grave. Cela dit, c'est pas tout faux. C'est faux en l'occurrence, mais c'est faux et juste. C'est-à-dire, c'est faux ici, mais Ma peut vouloir dire la négation. Ça, c'est le côté juste. Mais là, dans le contexte, non. Dans le contexte, Tima met pas, par contre, met pas. Et à retenir comme négation. Mais met pas, vous savez ce que c'est, met pas. Ça vous dit quelque chose? Oui. C'est la contraction de quoi, mais pas? De yin. Non. Là, le vieil ours grogne. Non, c'est la contraction de ma plus ye. Donc, quand vous dites maye, vous dites mais. Je vous le réécris. Ma, c'est la négation. Ok? Ensuite, vous avez l'auxiliaire ye. Yanoroyo ta ye. Ok? Donc, quand vous avez ma ye, ça veut dire ye, c'est il y a. Ok? On va dire, pour simplifier, on va dire ye, c'est il y a. Mais si on veut être précis, c'est non seulement il y a, c'est je sais qu'il y a. C'est-à-dire j'ai un degré de certitude très fort. Il faut se souvenir qu'en tibétain, les auxiliaires indiquent des degrés de certitude. C'est vraiment une chose très particulière du tibétain. C'est une langue égophorique. On ne le dira jamais assez. Donc ça veut dire que l'emploi de l'auxiliaire indique votre degré de certitude. Okay? Donc ye, c'est un degré très certain. Si vous dites chu ye, quand vous dites chu ye, ou si vous dites tima ye, par exemple, pour reprendre ce mot, tima ye, ça veut dire que vous savez vraiment qu'il y a de l'impureté. Vous ne le savez pas théoriquement, vous le savez à titre personnel. Donc le degré de certitude est très puissant. Ça, c'est super important de comprendre ça. C'est le contexte général de la langue, ça.
Donc, si vous avez ma-ye, ça veut dire il n'y a pas. Mais il n'y a pas d'une manière, vous affirmez, quoi. Vous n'êtes pas dans il n'y a pas peut-être. Non, non, il n'y a pas. Ok? Ma-ye. Ça, c'est brut, quoi. Ye, il y a. Ma-ye, il n'y a pas. Ok? Très bien. Donc, pour contracter ma et ye, on fait mais. Bon, me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Mais pas. Mais. Mais c'est la contraction de ma et de ye, tout simplement, quoi. C'est la forme négative de ye. Mais la forme négative de ye, ça vient de ma ye. Ok? Voilà. Donc, pour revenir à ta question, Géraldine, donc quand on dit Tima mais pas, donc on dit clairement, il n'y a pas d'impureté. Mais Tima mais pas, c'est pour ça que tout ce travail sur la construction qu'on fait ici, il est super important, évidemment. Parce que ben voilà, on joue, vous avez compris, en tibétain, on joue au Lego, quoi. Il y a des blocs, hop, et puis il faut savoir où s'arrête le bloc et où commence le bloc. C'est pour ça que vous avez ici, tic, tic, tic. Vous avez Tima plus mais pas. Tima mais pas. Vous le retrouvez ici. Tima mais pas. Parce que justement, c'est Tima et mais pas. C'est deux choses qui sont autonomes. Donc quand vous avez compris mais pas, bah, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quelle situation. Ok? Parfait. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, hein? Sur ce passage ou sur les autres. Parce qu'après, il y a ça. Moi, je ne sais pas si je me trompe, mais Vas-y. j'étais resté sur le cours, sur la page 4, au dernier cours, sur la partie qui est Midi-Kam, Mépané, et on n'avait pas encore commencé. Ouais, c'est possible, hein, c'est possible parce que c'est vrai que j'avance plus vite avec les supports que nous dans les cours et ça va très bien comme ça, hein, on n'a pas besoin d'aller aussi vite que les supports, il n'y a pas du tout le but. Mais c'est possible qu'on n'ait pas vu ce passage. Est-ce qu'on l'a vu ou pas? Oui, en effet, on l'a pas vu. Eh ben alors, c'est parfait, on va le voir. Bien sûr, merci Fabien. Page Donc, 4 en bas. pardon? Page 4. En bas. Page 4 en bas, très bien, page 4 en bas. C'est l'avantage de continuer sur le même support parce que les numérotations de pages ne changent pas, donc tant mieux. Ben parfait, on va faire un peu de lecture pour se mettre en forme, parce que là, il n'y a que moi qui cause, là. Vous voulez quand même que je commence d'abord, histoire vous faites derrière vos ordis, et puis après chacun un peu, non? Ouais. Comme ça? Ok. Je fais pas d'épellation, hein. Je considère que là, l'épellation, ça reste votre boulot de fond pour vous. Parce que l'épellation, ça, c'est toujours valable. Hein. Magegumi kami kageguki kama sa kamaremometa me pa na sa ne. Ça, faut continuer à être fluide là-dessus. Hein. Mais je vais y aller en lecture. Migi kam me pa ne. Yigi kam me. Yigi nam parashepe kam gi partu yang meto. Ça, c'est une grosse phrase. Hein. C'est pas... Elle n'est pas toute simple, celle-là. Quoi, elle n'est pas compliquée, mais disons, elle est enchaînée. Marikpa me. Marikpa sepa mepa ne. Gashi me. Gashi sepe partu yang. Meto. Te shintu. Dungel watang. Kunjung watang. Gokpa tang. Lam me. Yeshe me. Topa me, matopa yang meto. Alors, forcément, chaque passage de sutra est super important. Donc, celui-là, il est forcément autant que les autres. Mais il nous indique autre chose. Alors, on va faire le lien avec avant. Le lien dans le passage d'avant, on parle des... on parle des organes sensoriels, d'accord? Et on parle des objets des organes sensoriels. Ok? On dit migiyul, mig par exemple. Juste pour qu'on soit clair, si on regarde ça ici, quand on dit mig, ok?
c'est les yeux. Donc, yul, c'est l'objet. Donc, migi yul, l'objet des yeux, c'est quoi? C'est zouk, les formes. Ok? Bon, ça, c'est ce qu'on étudie quand on fait de l'abhidharma. Bonjour Philippe. Dakpo Béarn. Philippe Dakpo Béarn. Ben, on sait au moins où tu es. Bon, moi, je sais pas très bien où c'est Béarn, mais bon, parce que je suis helvète, donc je vis dans mes montagnes très loin, environné de gruyères de tous les côtés. Donc. On t'invitera si tu veux. Oh, ben, alors ça, ben écoute, c'est pas moi qui vais me faire inviter tout de même. Alors, donc, mais merci pour la gentille intention. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je disais donc Mik, les yeux, et quand on fait de l'abhidharma, ça c'est du basique de l'abhidharma, c'est-à-dire qu'on apprend qu'on a Mik, les yeux, et que ça sous-entend qu'on a une faculté visuelle, et que cette faculté visuelle va nous permettre d'appréhender un objet. Donc on dira Migiyul, l'objet des yeux, sous-entendu l'objet de la faculté visuelle, c'est Zouk, c'est les formes. D'accord? Donc, ok, on a compris ça. Donc ça veut dire qu'on a une correspondance entre les facultés et les objets, les facultés sensorielles et les objets de ces facultés sensorielles. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'ensuite, on va parler Migikam. Migikam. Et Migikam, c'est ce qu'on appelle le domaine. C'est ce qu'on appelle les datus en termes d'abhidharma. Ok? Donc, domaine, comment vous parlez bien de ce qu'est un domaine? Alors là, je vais essayer de m'aider du clair miroir qui est très bon dans le domaine. Alors, on va faire comme ça. Kam. Voilà, on va prendre ça. Alors, les datus. Alors, comme Chogye. Alors, par exemple, ici, bon, alors, effectivement, les 8, ce qu'on appelle les Kamchogye, les 18 Dhatu, mais this means the eye sense faculty that knows the object of the eye. Migikam. Alors, on reprend. Ça signifie la faculté visuelle, c'est-à-dire pas simplement l'œil, mais la faculté visuelle qui comprend, qui connaît l'objet des yeux. On est presque obligé de faire un bout d'abhidharma. C'est-à-dire que, du point de vue, quand vous parlez de la conscience, quand vous parlez d'une conscience en termes tibétains, en termes bouddhistes en fait, c'est pas tibétain, mais en termes bouddhistes, quand vous parlez de la conscience, c'est la rencontre entre plusieurs choses. On va d'abord parler de bon, je m'embarque dans un truc, mais bon, forcément, pour essayer de comprendre le sutra, il faut avoir un minimum de compréhension, parce que juste les mots, ça ne va pas suffire. Mais je vais le faire simple. Quoi? Faire simple de l'abhidharma, c'est compliqué, mais disons, je vais essayer quand même. Alors, notre compréhension habituelle de la conscience, c'est que dans la compréhension standard, si je décide de regarder quelque chose, je dis les choses comme ça. Je regarde quelque chose, ok? Donc ça veut dire que j'ai une conscience, voilà, j'ai une conscience qui regarde quelque chose. Vous êtes d'accord? Vous êtes peut-être en train de penser que je vous dis une énorme banalité. Ok, mais il faut revenir de cette banalité pour voir que du point de vue de l'abhidharma, c'est pas du tout comme ça qu'on voit les choses. Et là, tout à coup, on va comprendre que notre banalité est pas si banale que ça. Ok, je reviens sur la banalité. Je regarde quelque chose. Ok, ça suppose qu'il y a un je, d'abord, et qui regarde quelque chose. Évidemment, vu qu'on exprime ça. Mais qu'est-ce que ça suppose? Ça suppose qu'il y a une conscience qui regarde. La conscience de je. Ok? Donc ça suppose qu'il y a une conscience qui est à tout moment dans la possibilité de regarder. Vous suivez toujours? Donc je vais aller un peu plus loin. Donc ça veut dire que cette conscience est autonome de l'objet. Ok?
Vous suivez toujours? Ça, c'est le point crucial de bascule, là. C'est-à-dire que pour regarder quelque chose, dans ma compréhension ordinaire de la réalité, ma capacité à regarder, elle est tout le temps présente. Ma conscience visuelle, elle est tout le temps présente. Elle est utile pour regarder quelque chose. Ok? Donc ça veut dire qu'elle est autonome de ce qu'elle regarde. Je ne regarde pas, bon, très bien, mais je décide de regarder, je regarde. Ok? Du point de vue de l'Abhidharma, c'est exactement l'opposé à ça. Du point de vue de l'Abhidharma, on va considérer que la conscience visuelle n'existe qu'à partir du moment où elle rencontre les causes et conditions qui lui permettent d'exister. C'est-à-dire, elle n'est jamais autonome de son objet. Okay? C'est pour ça qu'on part d'une banalité qui a vraiment l'air toute simple, mais en fait, là où on arrive, c'est pas du tout simple. C'est une autre vision du monde, mais radicalement. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une vision du monde où on a une conscience visuelle qui regarde ce qu'elle veut quand elle veut. On est dans une autre compréhension où la conscience visuelle n'existe que parce que différents éléments sont mis ensemble et qui font que la conscience visuelle émerge. Ok? Donc c'est pas du tout le même modèle de compréhension de la perception. En fait, le modèle de perception de l'Abhidharma est beaucoup plus proche des sciences cognitives que notre compréhension standard de la réalité des phénomènes. Ça va? Mais ça, ce que je vous explique, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est extrêmement important, parce que ça nous permet de comprendre Migikam. Ça nous permet de comprendre ce que vous voyez à l'écran. Migikam. Qu'est-ce qu'on entend par Migikam? Le domaine des yeux. Ça ne veut rien dire quand on dit le domaine des yeux. Littéralement, oui, ça veut dire domaine des yeux. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par domaine? En fait, c'est une manière de dire que les yeux, qui possèdent une faculté, déjà deux éléments, quand ils rencontrent un objet, trois éléments, il y a contact entre ces différents éléments. Quand il y a un contact entre ces différents éléments, il va y avoir un surgissement de quelque chose, c'est-à-dire de la conscience visuelle. La conscience visuelle ne peut pas exister si elle n'est pas le produit de ces différents éléments. Il n'y a pas de conscience visuelle. Il n'y a que de conscience visuelle que dans l'expression temporaire de la réalité. Mais il n'y a pas de conscience visuelle au sens propre. Vous comprenez pourquoi le sutra, là? J'espère que je ne vous perds pas et que, au contraire, je vous permets de mieux comprendre. Mais le sutra n'est pas juste en train de dire la vacuité, il n'y a rien. Pas du tout. Il est en train de dire pourquoi on dit qu'il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on entend par il n'y a pas? Quand on dit il y a une conscience qui voit quand elle veut, ça veut dire qu'on considère qu'il y a une conscience qui existe. Vous voyez l'idée? Elle existe. C'est comme vous avez un couteau, par exemple, vous avez un couteau posé sur la table. Imaginez que vous ayez de la même manière la conscience visuelle posée sur la table. Ça veut dire que vous avez une conscience visuelle qui est toujours prête à regarder. C'est comme ça qu'on se représente le monde. Et on pense qu'on va se servir de la conscience visuelle de la même manière qu'on va se servir du couteau qui est posé sur la table, puis avec la conscience visuelle, on va les regarder. D'accord? Donc ça veut dire que pour penser les choses comme ça, il faut penser qu'il y a une conscience visuelle qui existe, vraiment, et qu'on peut employer pour aller faire quelque chose. Vous êtes d'accord? Donc ça veut dire que dans cette représentation du monde, il y a des objets qui existent, il y a des acteurs qui existent, et il y a des actions qui existent. Du point de vue du dharma, tout ça n'existe pas. Mais quand on dit n'existe pas, on n'est pas en train de dire il n'y a pas du tout. On est en train de dire ça n'existe pas comme ça. Ça n'existe pas comme on se le représente. C'est-à-dire il n'y a pas une conscience visuelle qui existe et qui existe à tous les moments.
il n'y a une conscience visuelle qui existe que quand elle est activée. Si elle n'est pas activée par la rencontre de tous les éléments qui la constituent, elle n'est pas. Ok? Donc, comprendre ça, comprendre l'Abhidharma, c'est se rapprocher de la compréhension de la vacuité. Très important. C'est un peu plus clair ou pas? Ah oui, merci beaucoup Jean-Marc. C'est Oui. fondamental. Oui, Ok, bah tant mieux. oui. Parce que Oui, du merci. coup, quand vous avez Migikam ici à l'écran, qu'on retrouve dans notre sutra, quand ici le traducteur, qui s'appelle Tony Duff, qui est vraiment excellent avec son dictionnaire, il dit « the eye sense faculty », donc ça veut dire la faculté sensorielle de l'œil, « that knows the object of the eyes », qui connaît l'objet des yeux. Ça veut dire la faculté sensorielle qui connaît l'objet des yeux. Ça veut dire la faculté de connaître l'objet. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on utilise Kam, ça veut dire que c'est un espace dans lequel la faculté sensorielle exerce sa faculté qui est de connaître l'objet des yeux. C'est-à-dire que quand on parle de Migikam, ça veut dire le domaine de l'exercice de cette conscience visuelle. On pourrait parler presque de champ visuel, à la rigueur. D'ailleurs, on peut faire un rapprochement entre Kam et puis les champs. Kam et Shin, Shin-Kam, d'ailleurs, souvent on les met ensemble. Mais pour dire, c'est ce qui est dit en fait ici, c'est la faculté sensorielle de l'œil, la faculté sensorielle, qui connaît l'objet des yeux. L'objet des yeux, quand on dit l'objet des yeux, c'est littéral, mais dans le sens de Migiyul. Migiyul, c'est les formes qui sont l'objet des yeux. En même temps, les formes, elles sont connues par la conscience. Mais la conscience, pour qu'elle puisse s'exercer, il faut que les yeux soient en contact avec des objets. Si les yeux ne sont pas en contact avec des objets, il ne peut pas y avoir de conscience qui connaît des objets. Ça, du point de vue de la psychologie bouddhiste, c'est extrêmement important. Et pourquoi c'est intéressant pour nous? Parce qu'en fait, ce sutra sur la vacuité, il ne parle pas juste de la vacuité comme une idée philosophique, il parle de la vacuité du point de vue de la perception, et il montre que du point de vue de la perception, il n'y a pas d'objet en lui-même. L'objet dépend toujours des causes et conditions. Toujours. Il n'existe pas d'une manière autonome. Un grand truc bouddhiste, si vous voulez juste capter l'essentiel de la philosophie bouddhiste, c'est qu'il n'y a pas d'autonomie au phénomène. Si on veut comprendre quelque chose de la vacuité, le minimum à comprendre, c'est ça. Et le minimum à interroger, c'est ça aussi. C'est le principe de l'autonomie des phénomènes. Quand on dit qu'il y a une conscience qui regarde quelque chose, on ne s'en rend même pas compte, mais on donne une autonomie à la conscience par rapport à son objet. Et ça, il faut l'interroger. Pourquoi il faut l'interroger? Parce que du point de vue bouddhiste, si vous ne l'interrogez pas, vous ne vous posez pas la question du je. C'est-à-dire, vous ne vous posez pas la question qui est le support même de l'ignorance, c'est-à-dire la croyance en le je. C'est pour ça que toute la compréhension de la vacuité, c'est pas dire qu'il y a rien, c'est de déconstruire la réalité pour comprendre comment elle se construit. Comment, en se construisant, elle nous fait croire à des choses qui ne sont pas. C'est tout l'enjeu du Dharma. Là, on fait beaucoup plus que du tibétain, hein. Je vous embarque dans autre chose. Mais je vous embarque dans autre chose, mais en même temps, c'est pas de ma faute, hein. Le sutra, c'est ce qu'il nous dit. C'est-à-dire que le sutra, il nous dit Migikam mepane. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, pour l'instant, j'ai fait juste que la lecture du passage. Donc, vous allez faire de la lecture aussi. Non de bleu, 40 minutes déjà. Donc, vous allez faire de la lecture, juste pour dire que là, on parle des dhatu, des kam, c'est-à-dire des domaines de connaissance des consciences. Parce que les consciences, elles doivent s'exercer dans quelque chose, on est bien d'accord. La conscience, elle n'est pas autonome, justement, du point de vue bouddhiste.
Dans notre compréhension ordinaire, non questionnée, la conscience est autonome. Dans une réalité questionnée, elle n'est pas autonome. Dans une réalité non questionnée, elle est autonome. Dans une réalité non questionnée, le je existe. Dans une réalité questionnée, le je n'existe pas de la même manière. C'est soit on questionne la réalité, c'est ce que fait le Bouddha, soit on ne questionne pas la réalité, et dans ce cas-là, c'est ce que font la majorité des êtres, c'est-à-dire ils sont plongés dans l'ignorance. C'est peut-être dur, mais c'est la réalité, c'est comme ça. C'est pas autrement. Voilà. Donc, on parle là, on dit que, d'abord on parle des domaines, c'est-à-dire des domaines où s'exercent les consciences, puis ensuite on parle des 4 vérités des nobles. Te Shintu, Dungel Watan, c'est-à-dire Dukkha, Kunjung, l'origine de la souffrance, Gokpa, la cessation, l'âme, le chemin, il n'y a pas. Et puis après, il n'y a pas de sagesse primordiale, il n'y a pas d'obtention, et il n'y a pas de pas-obtention. Ça, c'est la fin. Mais on va faire un petit bout de lecture, parce qu'on est aussi là pour ça. Donc chacun lit ce passage. Je remarque, excuse-moi, Oui, je t'en prie, Géraldine. D'avoir bien compris la notion de domaine, parce Oui. que j'ai concentré sur toutes tes explications, j'ai pas tout eu. Ouais. Le domaine, ça veut dire que donc c'est l'ensemble de la rencontre de la conscience avec l'objet, etc. C'est cet ensemble-là. Ouais, écoute, moi je pense que dans ma petite compréhension du truc, je dirais ça. Je crois que ça peut nous aider. Ça peut nous aider. Je dirais pas que je préférais toujours une définition très précise qu'on trouvera dans l'Abhidharma pour pas vous induire en erreur. Mais déjà pour nous, on peut le comprendre comme ça. C'est-à-dire, kam, migi kam, ça veut dire le domaine de la conscience visuelle. C'est-à-dire, on pourrait dire le champ de la conscience visuelle. C'est-à-dire, en fait, migikam, ça veut dire que pour que la conscience visuelle puisse, d'une part, exister et puis exercer sa faculté, il faut qu'il y ait un certain nombre de domaines, de choses qui soient rassemblées. Sinon, elle ne peut pas exister. Il ne peut pas y avoir de champ de conscience. Oui, c'est bien, tout à l'heure, tu as traduit par le domaine de l'exercice Oui, c'est ça. de la conscience visuelle. Et là, c'est bien, ça donne quelque chose de plus perceptif de l'exercice. Oui. C'est au moment où le regard est à l'œuvre. C'est au moment où le regard est à l'œuvre. Exactement. Simplement, du point de vue bouddhiste, il n'y a pas de regard à l'œuvre. Mais non, mais tu as raison. Je veux dire, dans nos compréhensions, c'est logique de dire ça. Il y a le regard qui est à l'œuvre. Le bouddhisme ne dira pas autre chose, mais il dira simplement le regard est construit. Le regard n'est pas autonome non plus. Parce que le regard, il y a toujours une présupposition à tout ce qu'on dit, et le bouddhisme interroge ces présuppositions. Quand on dit il y a un regard à l'œuvre, ça veut donc dire qu'il y a chose regardée et entité regardante. Sinon, il ne peut pas y avoir de regard. Mais ça donne un peu le vertige, non? Oui, bon, ça donne le vertige, mais oui, mais en même temps, c'est le côté rigoureux. Si tu veux, le dharma, l'enseignement du Bouddha, c'est de la phénoménologie aussi. C'est-à-dire, alors le mot impressionne, mais il n'y a pas besoin d'être impressionné. C'est juste un regard. On peut dire les choses de manière simple pour essayer de les comprendre, mais c'est ce que j'essaie de faire pour moi. On peut comprendre simplement que le Bouddha regarde vraiment les choses. Et que nous, on se contente d'avoir l'habitude de regarder comme on regarde. C'est la grosse différence fondamentale. Le Bouddha questionne le regard, et nous, on ne le questionne pas. C'est-à-dire qu'on regarde un objet, et on pense qu'à partir du moment où on a regardé un objet, à la fois celui qui regarde existe, et l'objet existe. Point. On s'arrête là. On ne questionne pas ça. Et le Bouddha dit, mais attends, non. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui regarde quelque chose que la réalité, elle est posée comme ça. Et pourquoi? Mais il est très... Évidemment, le Bouddha est éveillé, donc il nous éveille lui-même. Je veux dire, il est extraordinaire. On pourrait se dire, non mais... Oui, mais bon, ben, c'est comme ça. Oui, mais attends. Imagine 2 secondes que celui qui regarde n'ait rien à regarder. Comment est-ce qu'il pourrait être sûr qu'il existe?
s'il n'a rien à regarder? Est-ce que son existence ne dépend pas non plus des objets qu'il observe? Et ça, c'est une première remise en question de ce qu'on regarde. Mais quand vous mettez le doigt dedans, évidemment, là, le monde, il va commencer à s'effriter. Hein. Attention, hein, là, pilule bleue, pilule rouge, à vous de choisir. Mais, mais c'est ça c'est ça qui est en jeu. Hein. C'est pas autre chose. C'est pas faire de la philosophie pour faire de la philosophie. La prétention du Bouddha n'était pas celle-là. Il n'avait pas du tout l'intérêt de créer un système philosophique. S'en fout. C'est pas la question. La question, c'est de voir juste. C'est de sortir de l'illusion. C'est pas métaphysique. C'est juste voir clair, voir juste. Et pour voir clair et voir juste, il faut questionner la manière dont on voit. Sinon, on ne sait même pas comment on regarde. Si je ne sais pas comment je regarde, mais je ne peux même pas savoir ce que je regarde, vu que je ne questionne pas la manière dont je regarde. Donc c'est clair, c'est voir clair, c'est voir juste. Non, c'est pour ça qu'il y a tout ce sutra. Ce sutra est merveilleux dès qu'on commence à le comprendre comme ça. Bon, allez, vous faites un peu de lecture, parce que sinon, on s'en sort pas là. Non? Vous voulez pas lire? Oui, oui, moi j'attaque si vous voulez, Vas-y, attaque. si tu veux. Très volontiers. Alors, je prends les petites roulettes, hein, Ah bah tu fais comme tu veux. et en plus avec le fait que je l'ai préparé un petit peu, donc avec mes petites notes. Mais c'est super. Miki kam me pa ne, Yiki kam me. Ouais, c'est parfait. Yigi kam me. Yiki nampa chepe kam ki partout yang meto. Ouais, alors ça, cette phrase, on est tout à fait d'accord. Ça, c'est pas simple du tout, hein, cette phrase, parce qu'elle est longue, et puis on se perd dedans. C'est pour ça que là, il faut vraiment yigi kam me, yigi kam me, yigi kam me. Il n'y a pas de domaine mental. Yigi nampare shepe kamgi partout. Et là, on arrive jusqu'à partout. Yigi nampara shepe kamgi partout. Yang meto. Et là, on a entraîné. Et jusqu'au domaine yigi nampara shepe kam. Et jusqu'au domaine de la conscience mentale. Là aussi, meto, il n'y a pas. Donc, voilà. C'est pour dire que dans tout le spectre de l'expérience sensorielle que l'on fait, on ne va pas trouver quelque chose qui existe en soi. Mais attention, rappelons-nous toujours que du point de vue de la vacuité, le basique dont on doit se souvenir, c'est pas de faire vacuité égale rien, c'est de faire vacuité égale composé. Oubliez jamais ça. Si vous faites vacuité égale rien, on ne comprend rien à la vacuité. C'est vacuité égale composé. Et chaque fois qu'on entend une négation ici, c'est la négation de... On nie que l'on puisse penser que les choses ne sont pas composées. Ça, c'est très important. Vas-y, continue. C'est pas mais pas né. Marikpa, c'est pas mais pas né. Marikpa, c'est pas mais pas né. Très bien. Gashime, gashiste pe partout. Yang meto. Oui, parfait. Peshitu, duk mewa tang. Mhm. Kun chungwa tang. Kunjungwa. Kunjungwa. Ah oui. Kun
jungwa tang. Oui, parce que jung, c'est ao, payata, ja, chapkyu, jung, jung. Kun jungwa tang. Mhm, Gokpa tang. mhm. Lamme. Oui, Yesheme. oui, Topame. oui. Ma topai yang meto. Mato payang meto. Impeccable. Ouais, très bien. Alors, j'aurais une question par rapport au jusqu'à, le partout. Quand il se trouve, par exemple, quand il se trouve à la fin d'une parenthèse, donc ça veut bien dire que ce jusqu'à, c'est par rapport à ce qui précède. Oui, 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 oui. C'est-à-dire le partout, c'est jusqu'à. Et par exemple, ça c'est une construction classique en tibétain. On dira dîner, dit partout. De là à là. Donc on est toujours. On commence d'abord par dire à partir d'où. Mais en fait, comme on pourrait dire de Paris à Rome, quoi. C'est la même construction. Simplement, le partout, il arrive toujours à la fin de ces deux éléments qui nous permettent d'évaluer la distance. D'accord, ok, merci bien. Ok. Très bien. Quelqu'un d'autre veut lire ce passage? Parce que de nouveau, hein, c'est la lecture qui va nous amener la compréhension du sens. Idéalement, il faudrait tous qu'on le lise, ce passage. Donc, Christine. Je veux bien Ouais, ou alors vas-y, Fabien. Bien, parfait. Ton image cache un petit peu là-bas le côté gauche du bel texte. Voilà. Comme ça, ouais, c'est ennuyeux. Attends, on va voir. Sinon, on se met dans cette partie-là? Oui, je préfère. Non, on se met comme ça. Puis je montrerai après. Voilà, effectivement. Ok. Midi kam ne pa ne. Yigi kam me yang. Non, il n'y a pas yang là. Mais c'était bien. Yigi kam me. Yigi kam me. Yigi kam me. Yigi nam pa she pe kam gi par tu yang meto. Pas mal, si ce n'est qu'ici, il y a quand même eu des bizarreries. C'est-à-dire, yigi, ça va, mais ensuite, namparchepa, ça c'est un seul bloc. Namparchepa. Et donc, le génitif, il fait l'articulation entre les deux blocs, hein, toujours. Donc, namparchepe kam ki partout. On a deux génitifs, donc on a deux articulations. C'est hein? Ouais, namparchepe kam ki partout. Très bien. Parce que namparchepe kam, on a namparchepe kam, puis après on a namparchepe kam ki partout. Tu vois? On a des blocs qui s'enchaînent. Donc le premier bloc c'est namparchepe kam. Et ensuite namparchepe kam ki partout. Ouais, namparchepe kam ki partout. Parce que c'est lié. Les génitifs lient toujours. Si c'était un ergatif ou un instrumental, dans ce cas, c'est différent. On pourrait dire namparchepe kam ki, gna gna gna, parce que c'est lui qui fait une action. Mais là, non, on est dans un génitif. Donc, namparchepe kam ki partout. D'accord? Il y a vraiment le génitif, c'est ce qu'on appelle un delja. Delja, c'est le son qui relie. Donc, il y a vraiment, ça lie deux blocs l'un avec l'autre. Namparchepe kam, premier bloc. Et ensuite, ce premier bloc, si je le notais, ça ferait quelque chose comme ça. Tu aurais... Bon, remarque, pourquoi je te le note? Tu l'as en bas, là. Mais bon, aussi, je vais quand même le noter. Comme ça vous le fait voir autrement. Vous avez namparchepe kam. Ça, c'est le premier bloc. D'accord? Et puis ensuite, le deuxième bloc, c'est namparchepe kam gi partout. Ça, c'est le deuxième bloc. Donc, c'est comme la théorie des ensembles. Donc, d'abord, vous avez namparchepe kam. Puis ensuite, vous avez namparchepe kam gi partout. Tu vois l'idée? Donc ça, le génitif nous montre
Bon, désolé, il y a une perceuse. Je sais pas si vous entendez le bruit de la perceuse, peut-être pas. Non? Ah bah c'est parfait. Donc c'est moi qui l'entends. Comme quoi, hein, je pourrais penser qu'il existe, puis qu'il existe pour vous aussi. Hein. Comme quoi, vous voyez, même la réalité, elle est toujours, elle nous indique toujours quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc, namparchepe kam qui partout. Donc, namparchepe kam qui partout. Kam qui partout. Hein. Namparchepe kam qui partout. Hein. Qui. Hein. Parce qu'on a le génitif ici, puis on a le génitif ici. Hein. La manière de bien pouvoir les enchaîner, c'est de bien d'abord capter le premier groupe. Nampare shepe kam. Et puis, si vous voulez vraiment travailler le truc pour vraiment l'intégrer, il faut vraiment nampare shepe kam, nampare shepe kam, nampare shepe kam. Il faut vraiment le dire. Et il faut le dire et le sentir. Nampare shepe kam. Et quand vous dites ça, vous êtes en train de dire le domaine de la conscience, nampare shepa, de la nampare shepe kam, nampare shepa, c'est la conscience, tout simplement. Donc nampare shepe kam, c'est la conscience. Yigin nampare shepe kam, c'est la conscience mentale. Parce qu'en fait, vous pouvez encore faire le truc d'une autre manière. Vous pourriez très bien dire, attendez voir. Attendez, vous allez voir. Vous pourriez dire Yigi Namparachepa. Ça, c'est le premier bloc. Yigi Namparachepa. Yigi Namparachepa. Et ça, vous le répétez. Yigi Namparachepa. Ça veut dire la conscience mentale. Yigi Namparachepa. Mig Namparachepa. Nawe Namparachepa. Ne Namparachepa. Et pour chaque organe, après, ça va dépendre de vous et de votre créativité. Mais si vous voulez le bosser, vous allez très vite comprendre que vous êtes tout le temps devant une structure que vous pouvez répéter sans arrêt. C'est-à-dire, vous allez pouvoir dire Namparchepa pour toutes les consciences. Je veux dire, pour tous les organes sensoriels. Donc, Mig Namparchepa, Nae Namparchepa, Nawe Namparchepa, Lug Namparchepa, Yig Namparchepa, pour toutes. C'est-à-dire, vous reprenez votre liste là, je ne sais plus où elle est, quoi. Bon, bref, vous avez compris. Mais vous faites ce boulot-là. Oulala. Je suis perdu dans mon texte, là. Où est-ce que j'ai écrit ce truc-là? C'est pas possible. Ah! Mais c'est fou. Où est-ce que je viens d'écrire mon truc rose, là? Le bas de la page 4. Ah oui. Oh là là. Donc, bref. Ça, c'est simplement que le Yig Namparachepa, ça veut dire conscience. Donc, Yig Namparachepa, c'est conscience mentale. Mig Namparachepa, conscience visuelle. Nae Namparachepa, conscience auditive. Ne Namparachepa, conscience olfactive. Che Namparachepa, conscience gustative. Lug Namparachepa, conscience tactile. Yig Namparachepa, conscience mentale. C'est simplement qu'on est chaque fois dans la même construction. Donc le premier groupe, c'est ça. Yig Namparachepa. Puis après, vous avez un génitif ici. Hein? Si tout à coup, je vous le mets là, comme ça, là, vous avez un génitif. Premier génitif. Là, vous en avez un premier, là. Yig Namparachepa. Mais là, vous avez le deuxième. Donc le deuxième, c'est Yig Namparachepe Kam. Donc le deuxième groupe, c'est Yigi Namparachepe Kam. Ok? Ça, c'est le deuxième groupe. Yigi Namparachepe Kam. Et puis là, vous avez encore un génitif. Donc ça veut dire que vous avez de nouveau un groupe. Et là, vous avez Yigi Namparachepe Kam Gi partout. Ok? D'accord? Vous voyez l'enchaînement? Donc l'enchaînement, en l'apprenant par la lecture, c'est Yigin, c'est d'abord vous donner un sens à Yigin Namparachepa, Yigin Namparachepe Kam, Yigin Namparachepe Kam Gi partout. Ok? Donc votre entraînement, il se passe comme ça. C'est pour ça que
on ne peut pas faire de la lecture sans la compréhension de la structure, et on ne peut pas faire la compréhension de la structure sans la lecture. Les deux vont s'aider. Oui, Géraldine. Je n'arrive pas à traduire qui partout à la fin. Qui partout, ça veut dire jusqu'à, et puis Ouais. qui, c'est le génitif. C'est le jusqu'à de. C'est une manière tibétaine, c'est-à-dire que jusqu'à, simplement génitif, ça veut dire que partout, c'est... Imagine que tu dises confin, le confin de la Chine, admettons. Donc tu utilises un génitif. Le partout, ça veut dire que c'est une limite, c'est la limite de. C'est le jusqu'à, c'est le jusqu'à de ça, D'accord. tout simplement. Ah oui, merci. Vous voyez le truc? Ok, donc ça c'est le boulot. C'est le boulot que vous devez faire idéalement quand vous faites la lecture de ce passage. Mais bon, le temps file terriblement, vous savez qu'on est déjà au bout de l'heure là, c'est terrible. Bon, on pourrait en faire des heures et des heures, hein, ça on est bien d'accord. Mais en même temps, bon alors du coup, tout le monde n'est pas passé en lecture, ça m'ennuie un peu. La prochaine fois, on peut vraiment se dire qu'on fait un peu chacun de la lecture d'abord avant de rentrer dans les explications, parce que sinon... Mais par contre, c'est pas inutile, parce que ça vous montre aussi, quoi j'espère en tout cas, ça nous permet quand même de voir des notions hyper importantes pour réussir à comprendre le texte, parce que ça, ben voilà, on est obligé. Et puis, ça nous permet aussi de voir comment on enchaîne les choses, hein. Mais du coup, moi je me dis que ça c'est bien, parce que oui, ça vous montre quelque chose, mais effectivement, ce genre de graphique est aussi pas mal. C'est difficile de vous trouver le meilleur moyen pour vous aider à apprendre le mieux. Mais après, c'est aussi vous, hein. Et vous pouvez, ce genre de choses, vous pouvez, je sais pas, vous pouvez noter ou j'en sais rien, redessiner les choses ou après à vous, parce que moi je trouve pas non plus. Là sur le moment, je me dis ben ouais tiens, ça va être plus parlant. Euh, et puis après, ben, je me dis ah ouais non mais comme ça c'est pas mal aussi. Mais évidemment là c'est tout dedans, il n'y a pas de doute. Si vous regardez, I Ginampara Shepe Kam Ki partout, il y a vraiment là là on voit qu'il y a un premier braquet. Voilà, ça c'est pour vraiment bien comprendre que c'est le début, ça c'est la fin. Après vous avez votre génitif, puis vous avez ça. Mais les enchaînements, là les groupes, je les ai enchaînés. Yig Nampar Shepe, j'ai enchaîné. Alors j'aurais peut-être dû, effectivement, Yig Nampar Shepa, premier bloc. Là je l'ai mis dans un... Parce que bah, je me suis dit que maintenant c'est peut-être faisable, mais en fait peut-être c'est trop tôt. Il faut peut-être encore faire des sous-blocs. Parce qu'en fait, ça, le sous-bloc, disons, après, une fois qu'on est face au grand bloc, si on a bien travaillé les sous-blocs sont évidents. Mais si on n'a pas bien travaillé les sous-blocs, bah en fait on se paume dedans. Plus le bloc est grand, plus on se paume. Mais on se paume pas par hasard, on se paume parce qu'on a perdu les éléments de construction de base. Donc voilà, peut-être ce genre de choses est important. Voilà, bon, ben voilà, ben écoutez, courage pour essayer d'intégrer tout ça. On voit beaucoup, c'est très riche ces leçons, hein. On voit énormément de choses ensemble. Souvent, ça m'amène beaucoup plus loin que... Mais en même temps, je dis beaucoup plus loin, mais logiquement, pour étudier tout ce qu'on étudie, on est obligé... Il y a quand même des notions qu'il faut voir ensemble, quoi. Donc, c'est peut-être pas inutile non plus de les voir. Ça vous aide peut-être, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est le souhait. Ok, on va s'arrêter là, parce que sinon on termine pas. D'accord? Avec une dédicace. Sonam deye tom che zengpa ne tom ne nye pe janam pam jen.
Kegana Jembalab Tupai Sibet Sole Toa Tulwaraisho. Voilà, et puis surtout, je pense que petit à petit, ça nous permet de comprendre qu'il y a vraiment des interactions très très profondes entre l'étude de la langue et la compréhension du dharma, entre la lecture et la compréhension d'un texte, entre la grammaire qui permet de comprendre la syntaxe et la compréhension du texte, et le dharma, tout est entremêlé. Et donc vraiment, là je pense qu'un cours comme ça nous permet vraiment de comprendre à quel point chaque élément va éclairer et l'autre, voilà, les autres constituants des éléments. Tous ces éléments permettant la compréhension et la connaissance. Hein. Mhm. Ah oui, c'est passionnant. Oui, oui, vraiment, merci. Ben, tant mieux, Et tant mieux. Ok les amis, ben voilà, je vais arrêter l'enregistrement en espérant que ça marche cette fois-ci. Et puis à bientôt. Au revoir. Merci à vous. ça marche. Bon, ça marche. Bye bye. Ah. Bye.